Elle avait aimé tous ces objets qui gardaient l'âme de madame de la Sablière, de Lucile de Chateaubriand et de la reine Hortense. Ne ferait-elle pas mieux de laisser les autres sortir le soir et de rester chez elle à s'organiser une vie paisible et rêveuse? Mais elle se préoccupait de Pierre. Par moments, elle ne reconnaissait pas le visage de son ami. Maintenant, pour lui parler, elle n'osait plus, familièrement, comme autrefois, poser la main sur son bras. Des irritations sourdes de madame de Fontenay, ses nervosités, avaient surpris, peiné Pierre Valence. Voyant que l'insécurité flottait autour d'elle, il avait eu obscurément peur des tragédies somptueuses pour lesquelles son cœur n'était plus accordé. Et puis, il se trouvait lésé dans la chance qu'il avait eue avec elle. Il était moins heureux, il ne l'était plus. Il s'était senti tout d'un coup embarrassé d'une intimité douce qu'il désirait prolonger malgré elle, qui semblait n'y plus goûter. Alors son âme mal à l'aise se protégeait à son insu. Madame de Fontenay, qui ne voulait pas perdre le peu qu'elle avait dans la vie, la grande amitié de Pierre, employait à la retenir des regards plus soigneux que des mains maternelles. Retenir, ne pas perdre ce qu'on avait, ne pas laisser le temps passer, garder l'amour ou l'amitié comme, étant petite, elle avait essayé de prolonger le soir de Noël, divin et court. C'était sa faute, si elle n'avait pas, le dernier mois, avec ses mauvais nerfs, attristé, déconcerté Pierre Valence, il serait encore le camarade, au cœur profond, au rire fraternel, il serait encore le confident, curieux et discret qu'il avait irrité, l'ami égal de toute heure et de l'avenir, à qui elle avait dans son cœur reproché cette douceur. À présent, elle ne le comprenait plus, et lui n'avait plus le maniement de son âme à elle. Sans se quitter, sans cesser de causer ensemble, ils s'étaient oubliés, et maladroitement ils essayaient de recommencer à se connaître. Mais la tristesse de Sabine et sa fausse mine de gaieté, le désenchantement de Pierre qui tournait en négligence, précipitaient la rupture. La peine sentimentale chez madame de Fontenay faisait résonner la mémoire jusqu'aux pointes les plus lointaines du souvenir. Tout ce qu'elle avait connu dès le plus jeune âge, de déception, de chagrin revenait, et elle souffrait alors, véritablement comme les enfants, dont le cœur saute dans des larmes. Le visage et les mains lavés de pleurs, l'âme coupée d'une blessure de tendresse et de faiblesse, elle se disait qu'elle ne savait rien ménager de la vie, que, probablement, elle vieillirait et mourrait, ayant écarté d'elle jusqu'à la sainte amitié. Et voici qu'elle ne reprochait plus rien à Pierre. Elle s'étonnait seulement qu'il ne vît pas comme elle était pleine de regrets et de soupirs, et comme sa pensée le servait tendrement, elle se sentait triste, vertueuse, grave, fatiguée par ce nouveau chagrin, ayant perdu la jeunesse de son cœur, mais disposée à vivre courageusement et noblement. Que Pierre vînt lui parler une fois encore, et elle lui dirait tout cela, et aussi qu'ils demeurassent, elle, Henri et lui, des amis simples et confiants. La contrariété dont Pierre Valence avait souffert avait endormi son esprit, et à la faveur de ce sommeil, son instinct l'entraînait hors de l'ombre où s'agitait l'inquiétude et l'effort. Il ne voulait plus rien. Ayant eu de la peine, il ne s'occupait pas de celle que pouvait éprouver madame de Fontenay. Maintenant, par de puérils moyens, la jeune femme tentait de ramener le passé. Elle organisa une promenade sur la Seine dans un bateau qu'on avait loué pour la soirée. Ils étaient entre eux, Henri, elle, Pierre, Jérôme et sa femme. Il faisait jour encore au moment de l'embarquement,
et sur l'eau d'argent plat qui, à l'avant coupant du bateau, fondait et jaillissait, les reflets roses et gris du crépuscule bougeaient et simulaient des vagues. Aux deux côtés du fleuve, les collines et les berges passaient. On voyait à Suresnes, à Saint-Cloud, à Sèvres, les petites villas frustes et prétentieuses, compliquées de peintures italiennes, de découpures mauresques, et l'une d'elles, d'un blanc de chaux avec un dôme et une terrasse, donnait vraiment l'idée de l'Orient, évoquait sur le ciel calme le cri aigre et montant de la flûte tunisienne. Dans le feuillage dru d'un coteau, un bâtiment droit de style sévère rappelait de vieilles gravures et jaunissait comme les pipes d'écume. Au retour, ce fut la beauté de l'ombre, le mystère du fleuve fumeux ressemblant aux canaux de Hollande. Les lumières des côtes et des larges barques de marchandises plongeaient dans l'eau remuée et s'allongeaient, froissées et plissées, en forme d'un brûlant accordéon. Sabine, que chaque chose émouvait, le bruit de l'eau, l'odeur du goudron, une lanterne rouge dans le lointain, pensait à Pierre, dont la quiétude la déconcertait, car la nuit, croyait-elle, devait avoir pour tous la même signification. Épouvante, douceur, désir, baiser, que Juliette solitaire s'arrachait de la bouche et jetait aux étoiles, rossignol qui pleurait dans les arbres, grenouilles qui broyaient, des cris mystérieux sur les étangs mous recouverts de feuilles plates. N'êtes-vous pas les âmes désolées de la nuit? Et ceux qui vous perçoivent, n'ont-ils pas tous vos sanglots dans leur poitrine? Quelques jours plus tard, quand Pierre annonça qu'il partait, à la fin de la semaine, pour passer l'été chez son frère, en Bourgogne, où il travaillerait, car il avait perdu son temps toute l'année, affirmait-il, Sabine se dit « Il n'est pas bon pour moi, mais il se souviendra de tout au moment de l'adieu, où passe toujours un peu la pensée de la mort. » Ce jour-là vint. Pierre, occupé de sa malle, de son train, de regarder sa montre, ne voyait plus ses amis venus pour lui à la gare. Sabine restait à l'écart, prévoyant le moment de gêne et d'effusion où, lui serrant les deux mains, Pierre Valence, soudain ému, les yeux pleins de souvenirs, échangerait avec elle sa vie profonde, et alors l'intimité se referait par lettres. Les portières des wagons commençaient de se refermer, et Jérôme criait à Pierre « Dépêchez-vous, montez !» Alors, oubliant sa hâte, et que le train pouvait partir, une ombre lourde d'amitié et la vive angoisse de l'arrachement couvrirent le visage de Pierre qui, prenant Henri dans ses bras, le pressa fortement contre lui. Il serra la main de Jérôme, garda longuement celle de Marie, puis, cherchant Sabine qui était derrière les autres, il lui dit « Au revoir, madame !» Il se hâtait car il n'avait plus le temps. Et Sabine comprenait. À présent, il était, comme dans le passé, l'ami d'Henri et de Marie, leur ami sûr, familier et fidèle. Pour elle, il n'était rien. Il avait tout à fait oublié l'année qui venait de s'écouler. Pour les autres, il partait, mais d'elle, il s'en allait. Il s'en allait véritablement. Chapitre 2. Madame de Fontenay, tranquille et lasse, se disposait vers la fin de juillet à quitter Paris pour le Dauphiné avec son mari, lorsqu'elle reçut un mot de son père qui lui disait qu'il était malade, qu'il passerait l'été en Suisse et qu'il désirait la voir. Depuis le mariage de M. de Rosé avec cette jeune fille viennoise qu'elle refusait de connaître,
Sabine s'était retrouvée avec son père à Paris plusieurs fois, mais hostiles et fermés, ils n'avaient rien eu à se dire. Maintenant elle se sentait changée. Avait-on le droit de juger, de haïr, et le temps de se fâcher pour ce que faisaient les autres? D'ailleurs, n'était-ce pas naturel que cette seconde femme de son père l'eût épousé, probablement pour sa fortune et le nom qu'il portait? Elle aussi avait été vaniteuse autrefois. Cette personne ne devait pas avoir plus de défauts qu'elle n'en avait elle-même, et elle croyait les avoir tous, puisqu'elle était triste et malheureuse. Elle sentait bien que les âmes vertueuses qui n'éprouvent ni l'envie, ni l'orgueil, ni l'éternel sentiment de soi-même, ne descendent pas à de tels abîmes de défaillance et de langueur. Elle avait vu des vieilles filles et des veuves vivre seules et durement, travailler, donner des leçons d'élo, avoir leur tiroir plein de lettres d'amour finies et trahies, et pourtant rire, le cœur éclairé pour du bonheur qui arrivait aux autres. Madame de Fontenay dut se résigner à laisser Henri partir seul pour le Dauphiné, où l'appelait le souci des élections fixées au printemps prochain, et tandis que Jérôme, Marie et sa mère s'installaient dans leur château de l'Oise, elle se disposa à rejoindre monsieur et madame de Rozay. Elle descendit du train à Genève un matin du commencement d'août. L'air avait une densité bleue. Les vagues molles du lac soulevaient et portaient des cygnes immobiles tout autour de l'île de Jean-Jacques. Du soleil grésillait sur les murs blancs, les trottoirs et les hauts monuments de la ville. Madame de Fontenay prit une voiture qui devait la mener à Ferney, où son père et madame de Rozay avaient loué une petite maison dans un jardin. Elle fit un trajet charmant entre l'eau, la plaine fleurie et les vignes, mais elle n'en jouissait pas complètement, étant préoccupée de la manière dont elle voulait se comporter avec madame de Rozay, qu'elle imaginait, d'après ce qu'on lui en avait dit, aiguë, rose et d'un blond vif, avec une taille étroite et des mouvements d'acier. Ayant traversé la petite ville de Ferney, sonore du bruit de sa fontaine et du cri des enfants qui sortaient de l'école, madame de Fontenay descendit de voiture devant une porte rustique ombragée de sapins. Elle poussa la barrière de bois et entra dans une allée de gravier qui montait un peu vers la maison. Sa jupe de linon rose alourdie de dentelle au bas traînait les cailloux. Elle remarqua quel mystère de mousse, de terre noire, de parfums humides et de petits champignons vivait sous les branches pendantes des sapins foncés. Dans l'air chaud du milieu de l'allée, le silence semblait filer du soleil et du miel, aidé par le vol des insectes énervés, qui faisaient un imperceptible bruit de rouet. Les hautes tiges des fleurs, dans le gazon inculte, l'assiette verte du pissenlit, la fléole pointue luisaient, recouverte d'une fine sueur. Madame de Fontenay monta les marches de pierre du perron qu'un arceau de vigne abritait, et elle vit en face d'elle, au bout d'un petit couloir, dans le salon dont la porte était ouverte, une femme qui se levait vite, laissait tomber une broderie et des ciseaux, et s'avançait vers elle. Cette personne, jeune, qui paraissait austère, avec ses cheveux relevés, au regard droit et sa taille inflexible, ne lui plut ni ne lui déplut. Elles se dirent bonjour courtoisement, et Sabine, qui pensait masquer sa gêne par la volubilité, racontait en désordre les embarras de son voyage, entassait les mots et riait gauchement, en posant les deux mains sur le bras de l'autre. Mais madame de Rozay, continuant de sourire par politesse, paraissait étourdie de ces élans, si différents des habitudes de réserve et de froideur qu'elle avait, et qu'elle croyait communes à toutes les jeunes femmes bien élevées. Sabine sentit étonnement qu'elle causait. Pourtant, l'attitude de madame de Rozay
était si franche, si doucement sérieuse, qu'elle ne lui en voulut pas d'un calme qui ressemblait à une réprimande, et que, se sentant brusquement redevenir toute jeune auprès de cette personne qui n'avait que 2 ans de plus qu'elle, elle lui demanda avec une modération de tout son être si son père était là en ce moment, et si elle pouvait le voir, car elle ne l'avait pas prévenu de l'heure de son arrivée, afin qu'il en eût la surprise. Madame de Rozay répondit qu'il devait être occupé à écrire dans sa chambre, et que sa fille aurait le plaisir de le trouver en bonne santé. Avec des manières simples et une grande politesse, elle conduisit madame de Fontenay à travers la maison, dont le plancher verni craquait. Par la porte fermée de la chambre, elle appela son mari, qui accourut, prit sa fille, l'embrassa, la regarda et l'embrassa à nouveau. « Tu vois, Alice, dit-il, en se tournant vers sa femme, je t'avais bien dit comme elle était jolie. »« Oui, répondit madame de Rozay, qui souriait tout à fait maintenant, l'air pensionnaire, les yeux contents, la bouche contente. On s'occupa de décider Sabine à habiter la villa, mais elle affirma qu'elle serait très bien logée avec sa femme de chambre dans un petit hôtel de Ferney, et que ce serait plus commode aussi pour les jours où Henri viendrait. Elle promit de prendre ses repas chez son père et d'y être le plus longtemps possible. Il était près d'1 heure, on se mit à table. Sabine n'avait pu qu'enlever son chapeau de paille jaune couvert de clématite et arranger ses cheveux mêlés avec ses doigts devant la glace. La coquetterie qu'elle avait toujours en présence de l'attention et de l'examen féminin qu'elle redoutait devait se résigner à cette seule toilette, puisqu'il était tard, et à l'ennui de sa robe toute plissée par la nuit du voyage. Madame de Rozay lui disait en la taquinant « Vous êtes très bien ainsi, ne vous tourmentez pas, venez !» On voyait bien qu'elle-même, sortie de son cabinet de toilette, où elle mettait le temps qui convenait à sa coiffure et à un exact ajustement, n'y pensait plus jamais. « Vous n'êtes pas coquette ?» demanda Sabine en regardant tout au long la jeune femme, droite et bien habillée. « Non !» fit madame de Rozay en riant et amusée, comme si la coquetterie était un gentil défaut qu'ont les jeunes filles et qu'il est drôle de prolonger après 20 ans. La petite salle à manger plut à Sabine. Elle était en bois frais encore et sentait la résine. Cette pièce donnait sur le coin touffu du jardin. Les branches d'un pin venaient si près de la fenêtre qu'on pouvait voir, tout contre la vitre, sur l'une d'elles, plus fine et plus balancée, un oiseau gonflé de plumes qui se reposait entre les aiguilles vertes et les petites pommes de pin. On n'entendait aucun bruit, ni dans la maison, ni dehors, seulement un crépitement latent, comme si le silence enregistrait l'heure et le temps, les buvait par petites aspirations régulières. Et c'était vite le milieu du jour, vite le crépuscule, vite le soir à la campagne. Le lendemain de l'arrivée de Sabine, madame de Rozay lui avait dit en lui prêtant une ombrelle pour la conduire au jardin « Nous nous connaissons un peu à présent. Appelez-moi Alice, oui ?» Et l'interrogation sur le mot « oui » était charmante, hésitante et autoritaire à la fois. À voir M. de Rozay auprès de sa femme, la différence de leurs âges n'étonnait pas, tant il paraissait vif et heureux auprès d'elle, plus grave et précocement mûri. Sabine savait peu de choses de la vie passée de sa nouvelle amie. Elle avait seulement appris par elle qu'ayant perdu ses parents de bonne heure, elle avait été élevée par ses tantes, et ensuite s'était mariée selon son cœur. Aux questions que Sabine lui posait, madame de Rozay répondait « Ne parlons pas de moi, voulez-vous ?» avec une simplicité qui témoignait d'une sincère habitude de ne pas s'entretenir de soi et de ne jamais se plaindre. Madame de Fontenay commençait à se sentir heureuse à la manière qui, peut-être, lui était la plus chère. Des heures régulières la ramenaient chez son père qu'elle trouvait occupé à lire avec sa femme, déférente et studieuse. Quelquefois, elle surprenait entre eux ces regards de bonté infinie, où un être accepte tout l'autre être. L'estime que Sabine éprouvait pour la jeune femme s'accroissait de la connaissance qu'elle faisait chaque jour davantage de cette âme qui était bien des pays d'Allemagne, où les légendes blanches comme les belles cigognes habitent le foyer des hommes. Toutes deux se plaisaient.
Elles s'asseyaient l'une près de l'autre sur le banc du jardin, autour de la table de bois peinte en vert. L'une brodait, l'autre lisait. Elles s'arrêtaient quelquefois ensemble de faire ce qu'elles faisaient pour regarder la douceur de l'été et dire de ces mots vagues, isolés, détachés de la pensée complète où le cœur secret se révèle. De temps en temps, un petit papillon violet s'en allait de la houppe d'une fleur sauvage et semblait l'âme du parfum. Madame de Fontenay s'emplissait du rêve grave de l'autre jeune femme, était comme une sœur, entre les bras de qui toutes les pensées de l'autre couraient. Elles se respectaient mutuellement. Madame de Rosay goûtait maintenant en Sabine l'élan et l'emportement. Elle était de ces personnes enclines à la vertu qui pensent que l'ardeur est un don plus haut de charité humaine et ne peut s'employer qu'au bien. La réserve qu'elles gardaient ensemble était délicate et charmante. Elles essayaient de se deviner au lieu de tout se dire, et se ménageaient à la place de se consoler. Elles avaient des rires de jeunes filles, que chaque journée contente. La nature leur paraissait familière et mystérieuse, ainsi qu'elle est dans les contes, et une prune tombée de l'arbre sur leurs genoux les égayait comme un cadeau. « Je crois beaucoup aux histoires des fées, » disait madame de Rosay en souriant, et en effet, à l'écart de sa raison sage, son cœur y croyait. Rien n'empêche, poursuivait-elle plaisamment, que la nuit, des nains, en longs capuchons, viennent boire la rosée au calice amer des dents de lion. Et Sabine se souvenait, comme elle aussi avait aimé l'interminable histoire d'une famille de colimaçons logés dans l'herbe sous un toit de feuilles mouillées. « Vos contes français, dit madame de Rosay, n'ont pas, je crois, cette connaissance minutieuse du potager, de la ruche, de la souricière. »« C'est vrai, répondait madame de Rosay, nos contes, ceux de Perrault, si beaux, s'adressent aux petits hommes et aux petites femmes que sont les enfants de chez nous. Ce sont des histoires sans innocence, qui traitent de la vanité, de l'envie, de l'amour, de la prodigalité. Il y a dans Peau d'âne un prince qui meurt de continence et du goût d'un gâteau où trempèrent les doigts de la bien-aimée. On sent que la robe couleur de lune et la robe couleur du temps sortaient de chez la bonne faiseuse de l'époque. Ces contes ressemblent à la vie. Les fées n'y interviennent que comme le hasard, chez les humains. Lorsque Henri de Fontenay venait passer quelques jours auprès de sa femme, il se félicitait de l'influence heureuse que madame de Rosay avait sur elle et se reposait agréablement. Sabine était si attachée maintenant à la petite ville de Ferney qu'elle n'imaginait pas le moment de son départ. Elle connaissait de tout son cœur la rue pavée, les boutiques qui se rangeaient et se poussaient le long de l'étroit trottoir. Quand elle passait près de la place où se trouvait la statue de Voltaire, qui semblait non point fixée, mais arrêtée seulement et en promenade, dans l'attitude de la marche et de la conversation, elle éprouvait cette tendresse déférente que lui donnaient les grandes gloires, et elle aimait que ce bourg fît jouer ses enfants et envoyât ses servantes chercher de l'eau à la fontaine sous les yeux de ce père illustre. Et l'automne vint, et les deux jeunes femmes ne s'asseyaient plus au jardin avec leurs corbeilles à ouvrage. C'était fini, la saison d'été, si tendres aux créatures, quand le dehors a la température des chambres, que les allées sont comme les longs couloirs bleus et fleuris de la maison, et que la nuit des jardins est habitable, à peine moins tiède que le jour et plus amoureuse seulement. Mais elles étaient contentes encore. L'automne leur rapprochait le cœur, comme des mains qui cherchent à se chauffer ensemble. Elles se promenaient vite sur les routes, fraîches à leur respiration. Le soleil et de l'air bleu brillaient en haut. Il semblait que l'été se retirât en montant. Des troupeaux paissaient sur la pente ronde des collines, leurs cloches cognaient l'air et sonnaient. Les feux d'herbe brûlaient, et toute la campagne avait l'odeur d'un toit qui fume. Des noix abattues,
Des châtaignes molles et incurvées, hors du hérisson vert des coques, couvraient les bords des chemins. Madame de Fontenay remarquait en marchant la terre d'automne fine et serrée comme la pâte douce des gâteaux. Elle était heureuse. Sa joie sortait d'elle en hymne léger. Ô soleil, pensait-elle, qui ennoblissait toute chose, la plaine lourde où le bœuf et le cheval travaillent, la mare du village et le pauvre tas de cailloux sur la route vicinale, si brillant et pareil à de la monnaie qu'il semble la fortune du prodigue abandonnée là. Faites que je sois longtemps encore candide et tranquille, comme ce mur recouvert de cymbalaires roses, comme le petit sapin qui joue avec les couches d'air prises entre ses branches superposées. Alice et Sabine s'amusaient à retrouver, après la mélancolie du crépuscule goûté dehors, le salon vitré où le feu flambait. Le vent jetait contre la fenêtre la vigne vierge rouge pendant du balcon d'en haut. Quelquefois, Madame de Fontenay parlait de ce qu'avait été son passé, de ce qu'elle craignait de l'avenir. « Non, vous ne sentirez plus de cette manière, » disait Madame de Rosay. Et elle ajoutait « N'est-ce pas ?» pour que l'autre dît oui, et que ce fût une promesse, un pacte, ce qui pour elle était sérieux. « Vous ne savez pas, reprenait Sabine, comme je suis bien près de vous. Je voudrais vivre sans vous quitter, ici, ou à Lausanne protestante et studieuse, qui vous ressemble. Vous êtes bonne. » « Je ne suis pas bonne, affirmait Alice, car elle avait une idée de la perfection. Toutes deux n'aimaient pas penser à leur départ, qu'elles sentaient proche, Monsieur de Rosay devant aller passer l'hiver en Égypte. Lorsqu'il fallut prendre une décision, Sabine préféra partir la première, pour ne pas voir la maison où elle avait été heureuse se fermer et les autres s'en aller. Le jour de la séparation attrista les deux amies. Elles se quittaient pour longtemps, ne sachant pas si elles pourraient se retrouver le prochain été. On sentait que l'absence ne changerait rien au cœur fidèle de Madame de Rosay. Elle était de la race de ces filles de François de Sales qui causent toute la vie avec leur enfant mort. Elle s'occupait que Sabine fût plus forte pour l'existence. Elle la regardait avec ses yeux de mère qui s'assurent que l'âme et le corps du petit sont bien pour le long voyage. Elle perdait avec Sabine la plus douce joie de sa vie, mais elle ne se plaignait pas. Et, gagnée par cet exemple, quand l'heure de l'adieu fut venue, Madame de Fontenay s'en alla simplement, comme si elle pouvait revenir le lendemain. Troisième partie. Si l'on songe à leur timidité naturelle et à la peur extrême qu'elles ont de la mort. Michelet. Chapitre 1. Lorsque Monsieur et Madame de Fontenay se retrouvèrent à Paris, la vie recommença, plus douce pour l'un et l'autre. Sabine gardait d'avoir aimé Madame de Rosay une humeur égale. Lui, que rien n'étonnait, se réjouissait seulement. Le cœur de sa femme lui apparaissait comme le temps qu'on ne prévoit ni n'empêche. Il se retournait du côté du plaisir aussi aisément qu'il s'était établi dans le regret ou l'indifférence. Il semblait quelqu'un qui a plus de chance quand Sabine était heureuse et qui supporte facilement d'en avoir moins quand elle ne l'était pas. Quelquefois, le soir, le petit salon qui donnait sur le jardin de l'avenue s'emplissait, malgré les vitres closes, de l'odeur du dehors, odeur de nuit et de brouillard à laquelle la cheminée mêlait un goût de cendre chaude, et cela rappelait à Sabine des marrons qu'elle mettait dans le feu quand elle était petite et qui donnaient ce même parfum. Elle disait à Henri « Il faudrait avoir des enfants maintenant pour jouer devant nous ». Elle avait espéré que son amitié avec Madame de Rosay lui serait un soutien, mais Madame de Rosay écrivait peu et seulement des lettres brèves et simples. Sa bonté était dans ses actes. Pourtant Sabine vivait contente. Quelques mois passèrent ainsi. Son mari entra un matin chez elle et lui dit « Tu vas faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Figure-toi que j'avais un rendez-vous vers 5 heures chez Philippe Forbier
à qui j'ai un service à demander et que je ne puis pas y aller. J'ai une grippe qui m'aveugle. Vas-y, toi. Mon Dieu, répondit Sabine, je suis déjà si fatiguée, il faut encore que je fasse cela. Non, ce n'est pas possible. Je ne connais pas ton ami, il ne me connaît pas. Qu'est-ce que je lui dirai? Je t'en prie, interrompit Henri, sois gentil, c'est très simple. Tu lui diras que je suis désolé, que je le prie de vouloir bien te remettre une lettre de recommandation pour le frère de Pierre Valence, qui désire visiter les universités de Berlin. Non, répondit encore Sabine. Elle boudait, elle expliquait qu'elle était vraiment fatiguée depuis quelque temps, elle était fâchée. Pourtant, comme Henri insistait, la main contre la tête et se plaignant de souffrir, elle lui promit d'aller, après 5 heures, à ce rendez-vous et de rapporter la lettre. Ayant dû faire des courses avant, elle arriva chez Philippe Forbier, rue de Tournon un peu tard, ce qui la mit de mauvaise humeur et la rendit timide sur l'escalier. Elle attendit quelques instants, puis on la fit entrer dans une pièce encombrée et toute brûlante. Elle vit confusément un homme qui se leva, la salua sans la regarder, la pensait encore ailleurs avec un air poli d'être dérangée par elle. Riant un peu pour dissiper le malaise, elle dit « Je suis madame de Fontenay, la femme d'Henri de Fontenay, que vous connaissez, monsieur. Moi, vous ne me connaissez pas. » Il l'écoutait silencieusement, la tête penchée, de l'air de dire qu'il l'entendait bien et qu'il n'y avait pas encore de réponse à faire à ce qu'elle exprimait là. Alors, sentant l'indifférence de cet homme, elle exposa rapidement ce qu'elle désirait, et Philippe Forbier répondit qu'il allait écrire cette lettre. Il écrivit. Sabine le voyait de dos. Pour chercher un livre d'adresse, il sortit de la pièce. Madame de Fontenay, seule, regarda autour d'elle. La lampe, sur la table de travail, malgré l'abat-jour de porcelaine rose, avait une lumière si forte qu'elle devait chauffer comme un foyer. La cheminée chauffait aussi. Du charbon y était rouge et vivant. Sabine trouvait merveilleuse cette chaleur, après le froid du dehors, la pluie du dehors. Elle pensa « Je voudrais toujours vivre là ». Elle s'approcha un peu de la table. Il y avait des livres, des feuillets, des petites fiches de papier. Elle se disait « C'est beau les gens qui travaillent, qui ne font que travailler ». Elle était toute habituée à cette pièce, sourde et grave. Elle contemplait un grand fauteuil de tapisserie sombre, comme si elle devait s'y asseoir toujours. Tout d'un coup elle songea. Mon Dieu, cet homme va revenir, me donner cette lettre, me dire au revoir, je lui dirai au revoir, je m'en irai, je ne reverrai plus jamais cette chambre où il m'a semblé que j'aurais pu vivre. Il refera froid dehors, ce sera fini. Elle pensa encore. Que vais-je bien pouvoir raconter tout à l'heure, pour ne pas m'en aller tout de suite, si vite. Elle remarqua sur la table une vieille édition des Essais de Michel de Montaigne. Philippe Forbier rentra, il lui remit la lettre qu'il avait écrite, il lui demanda « Vous aimez les livres ?» et il alla chercher un volume de Dante. Elle le prit doucement d'entre ses mains à lui, l'ouvrit, et d'une voix si tendre, si brûlante, elle lui dit « C'est beau !» qu'il la regarda pour la première fois. Il la trouva chétive et agitée. Elle l'intéressa un peu, elle suivait du regard, avec une docilité enfantine, tout le texte et toutes les gravures qu'il lui montrait. Par moments, elle s'écartait de lui comme si elle l'eût gêné et qu'elle fût timide. « J'ai là d'autres livres qui vous amuseront peut-être, fit-il. Elle répondit d'un air désolé, « Mon Dieu, je n'ai plus le temps, mais je puis revenir. » Elle réfléchit et continua. « Je viendrai de jeudi en 8 si je ne vous dérange pas. Cela fait 10 jours, et elle ajouta, un peu après 5 heures. Philippe Forbier répondit, si vous voulez, madame. Il avait perdu l'intérêt qu'il prenait à elle. Sabine lui dit au revoir, lui tendit la main. Elle le vit seulement en lui disant au revoir. Elle ne l'avait pas encore regardé du tout, mais elle l'avait senti comme il était, dès l'entrée. Le soir, en causant avec Henri, « Je pense à ton ami, racontait-elle. C'est un fou. Tu ne m'avais pas dit qu'il avait l'air jeune malgré ses 43 ans, et qu'il ressemblait aux hommes de la Révolution. Il vit dans le feu et dans les livres. Il a voulu me montrer quelques volumes, mais je n'avais pas le temps. Je retournerai chez lui un de ces jours. » Au jour choisi, 4 heures étant passées, madame de Fontenay s'habilla pour aller chez Philippe Forbier, ainsi qu'elle le lui avait annoncé. Elle eût voulu n'y pas aller, cela l'ennuyait, elle était fatiguée,
mais n'ayant plus le temps de le prévenir et redoutant, elle ne savait pourquoi, de lui paraître ainsi capricieuse et indécise, elle s'habilla et y alla. On la fit entrer dans la même pièce que l'autre fois. Philippe n'y était pas encore. Il faisait si chaud qu'elle enleva son manteau de fourrure et le mit sur une chaise. Elle avait l'air d'un page en noir, avec sa robe de velours mou et les longues plumes de son chapeau. Quand Philippe entra, madame de Fontenay, décidée à ne plus être gênée, se mit à parler, à faire beaucoup de mouvements. Elle se plaignit du froid de la rue, s'installa près de la cheminée, si près que Philippe en eut peur pour elle, mais elle rit, et dit qu'elle ne craignait pas le feu, que c'était un élément qui lui semblait familier et bon, qu'elle mettrait bien les mains dedans. Elle ajouta, en levant la tête vers Philippe qui était debout, « Monsieur, je vous dérange affreusement, je viens vous déranger et vous êtes si occupé. »« Asseyez-vous, continua-t-elle, sans cela, je ne peux pas rester assise, moi, comme cela, chez vous. » Elle eut envie de lui demander « Est-ce que je vous ennuie ?» mais elle n'osa point, sentant que cet homme n'était pas si aimable et qu'il eût pu lui répondre qu'elle ne l'ennuyait pas, mais qu'il avait beaucoup à faire. Ils parlèrent d'Henri, Philippe ne semblait pas s'en souvenir très nettement, et Sabine en fut froissée pour son mari. Elle se tut. Elle dit ensuite « S'il vous plaît, montrez-moi des livres. » Il répondit qu'il en avait une assez belle collection qu'un de ses amis lui avait laissée, et il la conduisit à sa bibliothèque. Il s'excusa de l'escalier qui menait là, qui était dans le mur, et très petit, et sombre. Quand ils redescendirent, Sabine, qui sentait qu'elle devait s'en aller, que Philippe ne la retenait pas du tout, vit sur la cheminée quelques statuettes de cire. « Vous faites de la sculpture » demanda-t-elle. Il dit que oui, de la sculpture, du dessin, quand il avait le temps. Elle reprit. « Est-ce que vous croyez que cela me distrairait de faire de la sculpture, monsieur? Je m'ennuie tant. » Elle prononçait cela sur un ton de confiance, d'abandon infini, et avant qu'il eût pu lui répondre, elle ajouta, tenant son manteau qu'elle commençait à mettre en suspens sur ses épaules, « Vous, monsieur, vous avez une vie admirable. Vous travaillez, vous savez tout. Moi aussi, je voudrais tout savoir. Vous croyez peut-être que je m'occupe à des choses futiles, mais j'ai tout souffert dans mon enfance. Alors, comment faire quand on est si sensible, quand on en est malade? La musique même me fait une peine affreuse. » Philippe Forbier, qui fumait une cigarette, en offrit une à la jeune femme. Il répondit seulement sur ce qu'elle lui avait dit de lui. Il lui semblait discret et poli de ne pas entendre ce qu'elle disait d'elle-même. « Oui, madame, soupira-t-il, je travaille beaucoup, affreusement. »« Vous avez écrit des livres ?» interrogea-t-elle. « Oh, répondit-il, des livres très ennuyeux pour vous, de la philosophie, de la médecine. Ne pensez pas à cela, c'est plein de mots que vous ne savez pas. » Elle lui demanda encore où il faisait des cours et quel jour, et puis elle le quitta avec une grande difficulté. Chapitre 2. Un samedi soir, vers 5 heures, elle alla au Collège de France et entra, par une porte que le vent referma, dans une salle chaude et grise, où l'on respirait mal un air lourd et populaire. Par-dessus des têtes de jeunes gens, elle vit Philippe Forbier, qui dessinait sur un tableau noir le réseau des nerfs. Elle s'assit. Elle percevait confusément qu'il parlait de l'émotion, de la douleur, de quelques cas de troubles morbides. Elle entendait qu'il répétait les mots « douleur, cœur, mal, contraction », et comme elle n'écoutait pas tout, il semblait à madame de Fontenay que cet homme discourait seulement de la passion amoureuse, de la passion dolente, sanguine, physique. Elle se sentait émue et violente. Quelques jours passèrent. Madame de Fontenay se demandait pourquoi elle allait pour la 3e fois chez Philippe Forbier. Mal à l'aise pendant le trajet qu'elle faisait au travers de Paris sombre, elle cherchait comment elle l'aborderait. Si elle lui dirait que son cours l'avait beaucoup intéressée, ou si elle lui demanderait l'adresse d'un sculpteur pour des leçons qu'elle désirait prendre. Mais elle n'eut point à s'embarrasser de cela. Philippe Forbier la reçut autrement qu'il ne l'avait fait encore. Il vint à elle, le regard souriant et ouvert. Madame de Fontenay, allégée de sa contrainte, eut brusquement l'impression qu'elle devenait heureuse, incroyablement heureuse.
Le charbon brûlait, la lampe brûlait, et Sabine voyait 1000 lumières rouges et jaunes. Comment se sentait-elle heureuse? Elle n'aurait pu le dire exactement. Elle avait l'impression qu'étant très isolée, très fatiguée, très pauvre et faible sur la terre, elle venait de trouver un être de création, de force et de volupté. Elle parla gaiement, elle expliquait à Philippe l'émotion qu'elle avait eue à son cours. Il la regardait avec une admiration douce et profonde. Tout d'elle le ravissait. Ses paupières rapides, son menton rond, les ongles de sa main vive. Il connaissait à présent les parties roses et les parties pâles de ce visage délicieux. Il la regardait, elle remuait tout le temps. L'ombre de son chapeau lourd pesait sur sa figure, descendait jusqu'au milieu des joues le cerne énorme des yeux, et la voilette noire, en léger fil contrarié, faisait un grillage sur sa bouche défendue. Elle lui disait à tout propos « Alors, monsieur, vous croyez cela ?» Il semblait qu'elle attendît de sa réponse une direction nouvelle, une autre certitude. Et Philippe, qui ne savait point encore que rien ne pouvait se substituer en elle à ce qu'elle croyait vivement, détaillait, analysait, se donnait du mal. Sabine écoutait, faisait à cet homme, du fond de son âme, ce cadeau d'écouter. L'énergie de plaisir qu'elle avait dépensée depuis son arrivée l'avait affaiblie, et maintenant son attention la fatiguait, amaigrissait son visage. Elle était assise sous la lampe, dont l'éclat paraissait la blesser. Elle ne parlait plus, passait doucement une de ses mains, qu'un gant serrait, sur le bord de la table. Elle répétait ce mouvement qui ne faisait pas de bruit, et ses genoux minces, que la jupe de velours contournait, restaient joints, allongés devant elle, inertes, emplis, ils semblaient d'une grande patience. Elle devinait, avec une ruse profonde de l'âme, que son attitude muette et morte devait irriter Philippe, qui venait de la voir vivante, mouvante. En effet, la jeune femme l'intriguait mystérieusement maintenant, comme quelque chose qu'on a vu bouger, et qui ne bouge plus. Il la regardait avec du désir et de la colère. Il lui en voulait de la lenteur soudaine, maniérée, de tous ses mouvements. Cette torpeur la rendait à la fois fragile et dure. L'épaule de Sabine apparaissait un peu aiguë sous la manche de velours, et tout son corps devait être fin et lisse, comme les crucifiés d'ivoire. Elle éprouvait véritablement à présent la lassitude qu'elle avait d'abord simulée, et en même temps le sentiment de l'extraordinaire, de la lumière, d'une volupté ambiante l'abattait. Elle dit tout à coup « Je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas bien, peut-être la chaleur. » Elle fut contrariée, inquiète, et puis affolée de l'apparente distraction de Philippe, qui mettait un écran devant la cheminée, lui rendait service simplement. Elle eut, comme quelqu'un qui se noie, la vision désespérée qu'elle s'était trompée dans son assurance de tout à l'heure, que Philippe ne faisait pas attention à elle, qu'il fallait changer cette idée qui déjà s'était établie en elle. Ce désarroi tirait sur son cœur, l'arrachait. Elle eut besoin de savoir, avant de s'en aller. Comment savoir? Elle ne pensait plus. Son instinct agissait. Elle ne regardait pas. Elle fermait les yeux. Tout était trop clair. Elle était debout. Elle dit, comme en colère, car le temps pressait, et aussi parce qu'elle était fâchée de ce qu'elle faisait, « Je vous assure que je ne me sens pas bien. Ah mon Dieu !» Et elle pliait, renversée contre la table. Il la retint sur son bras, lui mit la main sur le cou pour détendre le ruban qui la serrait, et,
Entre ses cils, elle vit comme les yeux de Philippe brûlaient, et elle sentit comme son bras tremblait. Alors, elle pesa complètement sur ce bras, ne s'appuyant plus à terre ni contre la table. Elle se faisait lourde, et ses deux mains froides, glacées, sèches, serraient la manche de laine de cet homme, griffaient cette manche. Elle restait ainsi, descendant dans un sommeil voluptueux, s'endormant presque. Elle se disait seulement « Comme mes mains doivent être pâles, mes mains doivent être affreusement pâles. » Elle en avait une sensation nette, dominante, une vision blanche. Et Philippe la détachait de lui, plus mort qu'elle. Il répétait « Je vais vous chercher un peu d'eau à boire. » Il lui tenait le pouls d'une main forte. Et elle n'avait plus peur de rien, ni de la vie, ni de la mort, elle venait d'être sûre de lui. Elle se redressa, assura qu'elle était mieux, qu'elle était bien, que la chaleur l'avait étourdie, qu'elle pouvait rentrer chez elle. Elle s'excusait gentiment, encore un peu faible, mais redevenue indépendante et vive. Elle riait, disant que la santé des femmes était bête, comme les maladresses, et jouait les tours les plus stupides. Il lui disait « Mais non !» défiant d'elle. Elle se retourna dans la porte ouverte et reprit « J'oubliais. Je pars pour la campagne. En revenant, j'irai voir votre atelier. Rue Jean Bart, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi aujourd'hui. Eh bien, dans un mois, vers 4 heures, j'irai à votre atelier. » Elle restait, comprenant qu'elle pourrait passer toute la vie à ne pas quitter cet homme, et puis elle s'en alla, étonnée de tout. Chapitre 3. Madame de Fontenay ne devait point partir pour la campagne, mais, dans son désarroi, elle avait trouvé ce mensonge qui lui donnait l'air, devant Philippe Forbier, d'avoir tout de même une vie établie, qu'elle ne dérangeait pas à cause de lui, et en même temps cela lui fixait à elle-même un délai un peu long. De retour chez elle, elle ne s'inquiéta pas de ce qui s'était passé, de cet étourdissement auprès de cet homme. Quand une révolte de dignité par moments traversait sa pensée, elle se disait « Je ne le reverrai pas, voilà tout. » Son existence reprenait. Quelquefois le soir, elle se trouvait contente avec son mari près de la cheminée, où le feu bas faisait un bruit doux et qui serpentait. Le souvenir de la demeure de Philippe Forbier ne lui était qu'un réservoir d'énergie qu'elle employait au plaisir de sa vie domestique. Elle se passait très bien de le voir lui-même. Elle s'étonnait seulement qu'il fût si proche, habitant la même ville qu'elle, et qu'elle l'imaginât néanmoins distant, incertain et voluptueux, comme ces pays qu'on n'atteint qu'après un long voyage. Son désir était de vivre heureuse auprès d'Henri et de travailler un peu, afin que son existence fût, comme la table d'études chez Philippe Forbier, lourde et ennoblie de livres. L'hiver, qui la fatiguait, la rendit souffrante. Elle fut assez malade pendant 8 jours. De sa main chaude, elle retenait Henri au bord de son lit et, avec cette manie de confession et de tendresse qu'elle avait quand elle était affaiblie, elle lui ouvrait son cœur, lui faisait, sur tout le passé, des demi-confidences. « Oui, disait-elle, j'ai quelquefois manqué me détacher de vous. Je n'ai pas toujours été bien pour vous dans mon âme, je vous assure, mais je sens maintenant que je puis changer complètement, si vous voulez. Recommençons notre mariage. » Henri, au lieu de lui répondre, lui parlait bas, la traitait comme si elle discourait dans la fièvre, s'en allait sur des pantoufles sans faire de bruit. Elle pleurait seule, était dégoûtée de toute la vie. Elle put sortir en voiture, elle insista pour qu'Henri vînt se promener avec elle, mais il ne lui fut d'aucun plaisir pendant ce trajet où
la moustache et la barbe mouillées de froid, il ne faisait que citer avec une précision rythmée ce qu'il voyait. Henri étant parti pour quelques jours, elle fut plus désolée encore. Elle soupirait. « Je voudrais mourir », comme si c'était le plus simple. L'idée lui vint qu'elle avait annoncé à Philippe Forbier sa visite à son atelier pour le vendredi qui venait. On était jeudi. Elle pensa à lui écrire un mot pour se décommander. Mais, réfléchissant qu'elle avait l'air ainsi de se rappeler leur dernière entrevue et d'en redouter une nouvelle, elle décida qu'elle irait. Elle le pouvait, tout lui était tellement égal. Cet atelier de Philippe Forbier, au 3e étage, rue Jean Bart, était une pièce large et nue où traînait de la terre et de la cire. Il y avait une table, une vieille armoire, des livres, un poêle. Le ciel changeant s'encadrait dans une haute vitre carrée prise dans le mur. Une autre pièce à côté avait un poêle aussi, un tapis, un divan, une pendule qui battait fort. Madame de Fontenay se trouvait là depuis une demi-heure. Il était 5 heures maintenant. Le ciel gris obscurcissait le grand morceau de fenêtre. Il y avait en face un terrain vague où l'on commençait de construire, et on entendait le cri triste des scies sur la pierre, le camion qui passait, la voix des ouvriers. Philippe fit faire à Sabine la connaissance d'un sculpteur illustre. Elle en parut réjouie, quoiqu'elle ne sentît dans la pièce que la présence de Philippe et qu'elle le trouvât par moments si beau qu'elle en éprouvait dans son être comme un poids et de la fatigue. Elle parlait avec l'autre, l'admirait, respectait tout ce qu'il disait sur l'art, sur la philosophie, sur la vie. Elle semblait voir à peine Philippe, elle avait l'air d'être bien libre, de n'être chez personne. Elle regardait partout, tirait les dessins des cartons par le coin blanc du papier. Lorsque le sculpteur fut parti, Madame de Fontenay et Philippe Forbier se sentirent gênés brusquement. Dans la pièce noire, il alluma une lampe à gaz. Cette lampe, sous un abat-jour vert, éclairait énormément, faisait un gros bruit de papillons contre une vitre. Sabine, qui allait partir aussi, se trouvait coupable de toute la comédie d'inattention qu'elle avait jouée vis-à-vis de Philippe, et elle aurait voulu le lui expliquer et lui dire qu'elle avait simulé cette indifférence. Elle ne savait pas pourquoi, parce qu'elle faisait toujours tout de travers. D'ailleurs, elle en était bien punie. Philippe était complètement désintéressé d'elle. Il était très poli, mais sans application, et rangeait des dessins dans le vieux meuble qui était contre le mur. Sabine allait près du poêle allumé, y chauffait ses mains, causait encore un peu. Elle racontait qu'elle avait été malade, que chez elle, le découragement moral amenait l'éperon dépérissement. « Puisque vous avez fait de la médecine autrefois, monsieur, et que maintenant vous vous occupez encore des cellules, de l'énergie, de la biologie, de je ne sais quoi, vous devriez bien me dire pourquoi je vais mourir. » Il rejeta de sa main ses cheveux en arrière, leva les yeux qui ne regardèrent plus rien, et, avec un visage de distraction et d'inspiration tout à la fois, il lui dit « Vous êtes folle !» Elle voyait bien que, quoiqu'il ne la regardât pas, qu'il eût les yeux ailleurs, et l'intention, semblait-il, de faire autre chose, il marchait vers elle. Elle tendit les 2 mains et soupira en riant. « Je m'en vais, mais je suis très triste et vous ne m'avez pas dit comment on pouvait faire pour ne plus l'être. » Ils traversèrent la pièce ensemble. Maintenant Philippe était appuyé contre l'armoire de bois, et il tenait Sabine devant lui. Il lui tenait durement les poignets, et la regardait par moments. Elle parlait, riait avec excès, désordre et vivacité, mettant entre eux si proches une atmosphère rapide et changeante, qui ne permit point au silence de les surprendre, de fixer leur attente mortelle. Elle avait peur du moment où elle n'entendrait plus sa voix à elle, et lui répondait à ce qu'elle disait de nombreux et de vains, forcé à cela naturellement par la netteté et l'intolérance des paroles de la jeune femme. Elle remuait. Les mouvements de ses yeux, de son cou, de tout son être, donnaient à Philippe l'impression qu'elle était distante et libre, quoique retenue dans ses mains. Il ne savait que penser de cette femme qui,
De ses paroles à ses regards, de ses regards à ses gestes, faisaient de la contradiction. Ils restèrent un moment ainsi. Philippe réfléchissait, et voici que brusquement il lâcha les mains de Sabine, et le visage baissé et têtu, ayant pris de toutes ses forces une respiration profonde et désespérée, il lui dit « Allez-vous-en, pourquoi êtes-vous venu? Est-ce que je vous le demandais? Je ne vous demandais rien. C'est vous qui m'avez obligé à vous écouter, à porter votre vie empoisonnée. Est-ce que je vous demandais ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas? Qu'est-ce que cela me faisait, vos ennuis et vos plaisirs? Vous m'étiez indifférente. J'avais les choses que je voulais, je ne voulais rien d'autre. Il y a un mois encore, j'étais tranquille. La première fois que vous êtes entrée, que vous avez parlé, j'ai vu que vous étiez dangereuse et mauvaise. Vous savez bien comment vous me regardiez, avec vos yeux acharnés. Mais je vous oubliais quand vous n'étiez plus là, je ne pensais pas à vous. Je sentais obscurément que vous viviez. Où et comment, cela ne m'intéressait pas. C'est vous qui reveniez. Vous m'avez fait porter tous les moments de vous et des secrets de vous, des choses secrètes qui étaient dans vos yeux plus claires et plus livrées qu'aucune parole. Et maintenant, vous êtes bien, vous êtes contente et c'est fini. Alors allez-vous-en, partez, ayez du moins la pitié de partir. Mais elle restait, plus hagarde que lui. Il n'osait pas se rapprocher. Elle sentait une sensualité grave s'élever autour d'elle, contre elle, comme une vague qui, montant, l'obligeait à renverser un peu la tête, les narines battantes pour respirer, résister à cet étouffement. Elle avait les yeux fixes et amincis, les lèvres un peu relevées sur les dents qu'elle tenait serrées, et comme mordant sur une admirable sensation de plaisir. Et puis, un pli de douleur passait sur cette figure, coulait vers le front, et semblait libérer une sensation plus forte et plus aiguë, ainsi que ferait le cri. Philippe s'était rapproché d'elle. Il avait repris un des bras de Sabine. Il lui tenait le poignet et le coude. Avec une attention distraite et penchée, il pressait, ce bras émouvant, comme s'il voulait le lui briser, comme si c'eût été la seule chose à faire en ce moment. Sabine, immobile, riait d'un rire bas et nouveau. Elle disait « Cassez-moi le bras. Qu'est-ce que cela fait? J'ai toujours eu envie qu'on me fît mal. » Tous ses traits étaient changés. Elle sentait que les impressions de son visage étaient mises de travers sur celles de son âme, et que le rire ne posait plus sur la gaieté ou la joie, mais sur un trouble âcre et profond. Elle eut des épaules et de la tête une oscillation à droite, à gauche, et puis le front enfin trop lourd, elle tomba contre Philippe. Il n'était presque pas plus grand qu'elle, et comme il avait un peu courbé la tête, leurs visages se rencontrèrent entièrement. Dès lors, le long de son âme et de tout son être, entre elle et lui descendait un rideau d'ombre qui la faisait rigide et fermée. Elle ne luttait pas, elle ne voulait ni ne voulait pas. Elle était une âme qui ne répondait point. Tous ses regards étaient au-dedans d'elle. Elle percevait, ne pouvant plus choisir sa destinée, que ce qui finissait là contre cet homme, c'était la pureté exacte et involontaire de sa vie, la droiture physique. Cela ne l'obsédait pas, elle l'éprouvait seulement. C'était une pensée vue en transparence d'une autre. Elle ne faisait pas un mouvement. Le contact du visage et du vêtement, l'odeur des cheveux et du tabac, lui était une révélation. Jeune fille, elle n'avait point eu, en se mariant, cette stupeur de l'embrassement, cette ignorance de l'homme. Philippe la détacha un peu de lui, et il la regarda d'un regard si pesant qu'elle se sentit mourir des pieds jusqu'au cœur. Avec une violence rapide et complète, elle souhaita qu'il n'eût plus ni ses yeux, ni son sourire, ni sa voix, ni aucun de ses gestes, aucune de ses attitudes, plus rien de lui-même qui la ravissait jusqu'à de telles douleurs. Alors, avec une volonté terrible, elle se jeta contre lui, comme contre un mur où elle eût voulu se tuer. Il lui releva la tête, et soigneusement, profondément, ainsi qu'on boit dans la soif ardente, il l'embrassa sur les lèvres. Elle aspirait ce baiser. Leur vie échangée descendait, coulait doucement, tièdement,
de l'un en l'autre. Sabine se sentait à la fois morte et tenace. Philippe, la tête cachée en elle, balbutiant et passionné, l'entraînait. Elle ne regardait pas où. Elle avait, du fond de son âme et de sa destinée, une confiance absolue désormais en tout ce qu'il pouvait vouloir. Chapitre 4. Sabine passa simplement la soirée qui suivit, pendant laquelle, rentrée chez elle, elle dut s'habiller en hâte et recevoir les amis qui venaient dîner. Pas un instant, pendant son trajet en voiture, au tintement des vitres cahotées, ni maintenant, au milieu des choses habituelles, elle ne se dit qu'elle avait un amant. Comment cette formule brusque et déconcertante, cette phrase d'audace et de défi, se fût-elle appliquée à un acte si inévitable et si tendre qu'il semblait avoir été le long souhait du destin. Tandis qu'elle s'occupait de ses amis, qu'elle parlait et riait avec tous ses gestes coutumiers, elle sentait un grand repos détendre son esprit, un orgueil haut et joyeux emplissait son cœur, et son âme prenait enfin la forme des fleurs accomplies. Son passé était consolé en elle. Seule, l'absence d'Henri la troublait un peu, sa présence lui eût donné plus de sécurité. Presque tous les soirs, avant 5 heures, elle hélait une voiture, s'y jetait, et se rendait à l'atelier de Philippe Forbier. Paris, dans les ténèbres bleues, lui semblait petit et tout l'univers facile. Elle connaissait les détails du chemin, la rue de l'Ancienne Comédie qui la rapprochait de la demeure de Philippe lui paraissait déjà voluptueuse. Elle arrivait quelquefois la première et attendait un instant. Elle aimait cette attente qui lui donnait l'impression qu'elle ne pourrait pas la supporter longtemps et que tout à l'heure, ouvrant la porte, son amie la trouverait abattue contre la table, vraiment morte d'impatience. Et la porte s'ouvrait, Philippe paraissait. Madame de Fontenay le regardait de loin, les yeux clignés, comme on regarde au réveil l'entrée du jour dans sa chambre.